Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers, qui est une traduction fidèle de Harry Potter and the Philosopher's Stones, évidemment, de Chris Columbus. Alors, ça faisait un moment que je voulais faire cette review sur tous les Harry Potter, je me suis dit tiens, on va essayer de la faire pour ce Noël, on va essayer de tout récapituler avant Noël, c'est pas gagné puisqu'on est déjà le 4 décembre, au jour où j'enregistre cet épisode. Alors, il est peu probable, je le répète tout de suite, que je fasse un épisode par film. Là, pour le premier film, j'en ai fait un, après on va voir, je vais me laisser un petit peu le temps de regarder les épisodes, de faire ça bien et d'essayer d'être un maximum dans l'information parce que c'est des films qui datent un peu, c'est une très très grosse série et il y a plusieurs éléments que je voudrais aborder mais avec un angle assez singulier. La première chose que je dois dire et sur laquelle je dois insister, je l'avais déjà dit dans ma critique sur Les Animaux Fantastiques 1 et 2, je ne suis pas un fan d'Harry Potter, mais alors genre pas du tout. Je n'ai pas lu les livres, donc ça commence à faire beaucoup pour mon dossier, hein. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont arrêté d'écouter, hein, ce que je peux comprendre. Et dernier point et non des moindres, j'ai découvert les films un peu en retard, puisque je n'ai vu le premier film que genre 6 ou 7 ans après qu'il soit sorti. C'est-à-dire, je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Prisonnier d'Azkaban. Je connaissais pas du tout l'univers, et le film du coup m'avait un peu saoulé parce que je sais pas ce que j'attendais, tout simplement. J'avais vu autre chose que ce que je prévoyais de voir. Et du coup, je vous dis ça parce que j'ai regardé cette série, j'ai raccroché les wagons à partir du 3e, et finalement je les ai tous vus jusqu'à la fin. Un peu en mode, j'adore pas, mais le défi cinématographique me paraissait fou. Je commençais à aller un peu plus loin dans mes études d'art plastique, à comprendre un peu plus de choses sur l'audiovisuel, et à réaliser que c'était complètement dingue de réussir à faire 8 films en même temps que les livres étaient écrits. Au départ 7 films, puis 8, puisque le dernier livre a été séparé en 2, pour me rendre compte du côté gargantuesque, du défi artistique de réaliser ça, et j'étais curieux du coup de suivre ce phénomène de près, de voir un peu comment ça s'était passé, au-delà du fait que ça puisse me plaire ou me déplaire, c'était un peu ça, parce qu'au final, je vais être très honnête, les derniers films m'avaient laissé un peu froid. Pas forcément, je m'étais ennuyé, mais je trouvais que l'engouement autour des films était clairement déplacé. Encore une fois, je n'ai pas lu les livres, donc je ne me permettrai pas de l'ouvrir sur l'écriture de J.K. Rowling et sur les fans de la saga. Ça a l'air d'être d'excellents livres, hein, parce que je pense que pour avoir un succès pareil, à un moment donné, faut quand même un succès qui prend des années et qui emmène toute une génération. Il faut quand même avoir une sacrée plume, hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain avec un projet putassier de publicité. Hein. Ça existe, mais honnêtement, ça tient pas dans le temps comme les Harry Potter sont en train de tenir. Et c'est toujours impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont allées voir les Animaux Fantastiques 1 et 2 sur le fait qu'ils ont grandi au travers de l'univers Harry Potter. Ça, vraiment, c'est quelque chose déjà d'exceptionnel et d'impressionnant en soi. Ceci étant dit, et donc vous comprenez un petit peu plus où je me situe, mais je vais encore aiguiser les choses. C'est une série de films que je trouve assez passionnante à revoir parce que je l'ai revu en entier une bonne fois pour toutes il y a 2 ans. On s'est fait un peu l'intégrale avec ma compagne, on est un peu comme ça quand on a une série de films, on se met à la maison tous les deux et boum boum, on essaie de regarder tout ce qu'on peut. Raisonnablement, mais on y va quand même comme des brutes. Et en l'occurrence, j'ai apprécié vraiment de les voir à la suite. J'ai trouvé un fil conducteur principal qui m'a vraiment, vraiment pour le coup touché, que j'ai trouvé très bien fait. Là, je suis en train de tous les re-regarder, donc ça se trouve, mon avis va un peu différer d'ici la fin de ce grand récapitulatif. Mais en l'occurrence, c'est comme si je redécouvrais un peu la série, mais dans le bon sens. Plus seulement avec un regard critique ou un regard, on va dire, tout simplement léger, en me disant que c'est sympathique, mais vraiment me rendant compte qu'il y avait un axe principal de l'histoire qui était particulièrement réussi et qui, au bout de 8 films, trouvait une conclusion intéressante. Attention spoiler, évidemment, je parle pas d'Harry Potter, de son chemin à lui, mais bon, ça ne veut pas dire que je trouverais pas intéressant et que j'aurais pas des choses à dire dessus, évidemment. Ceci étant dit, vous comprenez un petit peu mon approche. Je vais donc vous faire un retour sur les Harry Potter. J'ai longtemps hésité à faire un premier épisode sur les 2 premiers films, parce que tout simplement, je trouve le taf de Chris Columbus intéressant, mais j'avais pas la sensation que j'avais besoin de faire 2 épisodes dessus. Nonobstant, je me suis rendu compte que le premier film, rien que par les informations que j'ai à vous donner pour bien entamer ce récapitulatif, réclamait un épisode à lui seul. Je ne sais pas encore si je vais faire un aussi long épisode sur le deuxième, mais je vais me laisser la possibilité de éventuellement combiner le 2 et le 3 ensemble, on verra. Je sais, c'est un petit peu un sacrilège dit comme ça, mais je crois que j'aurais tout dit sur le style de Chris Columbus
dans ce premier film, et du coup je suis pas certain, ou plutôt ce que j'aurais tout dit du travail de Chris Columbus sur ce film, sur les Harry Potter dans ce premier épisode, je pense, et je suis pas certain d'avoir besoin de faire un épisode sur la Chambre des Secrets, le deuxième Harry Potter donc, qui soit aussi étendu. Mais commençons d'abord par expliquer un peu le phénomène Harry Potter. Harry Potter, en quelques chiffres, c'est la dernière fois qu'ils ont diffusé en 2015, enfin pas la dernière fois, en 2015 ils avaient fait une diffusion du film, et la deuxième partie, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, avait réussi à réunir 4800 spectateurs, 4 800 000 spectateurs, pardon, 4800. Oh, pourquoi ils parlent de Sims? Il n'y a personne qui le regarde, bon bref, je blague. Mais 4 800 000 spectateurs devant leur téléviseur, donc ça donne encore la force du truc, 7 ans après la diffusion du dernier épisode au cinéma, hein, qui date de 2008, et oui, déjà il y a 10 ans. Déjà ça, donc ça vous donne une idée de l'ampleur de l'impact de cette série. L'autre chiffre que j'avais réussi à récupérer, excusez-moi, je lis mes notes, c'est plus de 450 millions de livres Harry Potter ont été vendus dans le monde. Ça, c'est incroyable, quasiment un demi-milliard, quoi. Et je pense que je serais pas surpris qu'on arrive au demi-milliard bientôt. Je sais pas si on arrivera au milliard de livres vendus, parce que je crois que les Animaux Fantastiques est un petit peu en train de baisser la hype sur cette série, mais on ne sait jamais, parce que je crois vraiment que le travail en double média, cinéma, livre a très très bien fonctionné, et c'est une série qui risque encore de cartonner un long moment. Comme je disais dans ma revue sur les Animaux Fantastiques, je viens d'offrir l'intégrale des Blu-ray à ma compagne, et je suis pas un fan de la série, elle non plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça c'est un exemple parmi d'autres, assez personnel, je le conviens, mais qui m'amène à considérer cette série comme une sorte de patrimoine mondial. C'est assez incroyable au jour d'aujourd'hui, je pense, de réussir un tel phénomène à l'ère d'Internet. Alors ça a commencé avant, mais on reviendra là-dessus après. Les Harry Potter ont été traduits en 73 langues, voilà, juste pour vous dire, hein, le phénomène de fou que c'est, 73 langues, c'est quand même incroyable. Et rien qu'en France, il y a eu 1,1 million d'exemplaires du tome 7, donc du dernier livre, qui ont été vendus en 48 heures après sa sortie. Enfin voilà, c'est peut-être des chiffres comme ça qui peuvent paraître hallucinants, mais c'est tout ce qui construit. Je sais que ça fait un petit peu, c'est pas des questions artistiques dont je vous parle là, mais c'est juste, je trouve que ça parle bien de l'aura de cette série et de son importance dans l'imaginaire d'une grande partie du public. Et tout le monde pense un peu quelque chose d'Harry Potter, je pense maintenant, avec une telle, une telle aura populaire. Alors, je dirais encore une chose avant de commencer directement sur le film. À vrai dire, je n'ai pas eu le temps que j'espérais pour pouvoir travailler sur ce premier Harry Potter. Je fais donc cet épisode un petit peu... C'est pas à l'arrache, j'ai réuni pas mal d'informations, mais malheureusement, j'ai pas pu pousser ma recherche autant que je voulais, j'ai pas pu revoir le film plusieurs fois comme je le fais d'habitude avant de vous parler d'un film. À part quand j'ai vu le film au cinéma, en général, quand c'est des séries à voir, je revois le film plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai pas trouvé certaines informations importantes. J'ai vu le film donc dans une version longue, qui est une extended cut avec a priori les 7 minutes de scènes rajoutées qui ont été rajoutées un peu partout, dans les différentes versions longues, mais certaines versions longues sont un peu plus longues d'après ce que j'ai compris, ou un peu plus courtes. Donc je risque d'évoquer des scènes que vous n'avez pas forcément vues, vous m'en excusez. Et j'ai pas trouvé si Chris Columbus a dirigé la mise en place de ces différentes scènes. Alors des fois, ils le disent toujours, le réalisateur a vu lui-même la version extended, mais la vérité c'est que quand il s'agit de faire du pognon sur une série et que le réalisateur est satisfait du cut cinéma, ce qui a priori était le cas de Chris Columbus, c'est un petit peu un argument de vente, quoi. Le réalisateur il est pas là, il rajoute les scènes, enfin l'histoire, il récupère même parfois une version précédente de montage où les scènes sont intégrées, et je caricature, mais c'est tout. Donc c'est pas forcément un indice très important, mais en l'occurrence j'aurais aimé savoir si lui aussi avait donc bien suivi cette série, cette série de versions longues de ses propres films. Alors a priori c'est le cas, mais honnêtement je suis pas sûr et j'ai pas trouvé d'informations certaines là-dessus.
j'ai pas assez cherché. Enfin, vous voyez, j'aurais aimé faire beaucoup plus de recherches, voir beaucoup plus de making-of avant de vous parler des Harry Potter, donc je vais supputer certaines choses. Si vous voulez voir un avis complet avec des images et avec tout un travail de fond, et un avis très aiguisé d'ailleurs sur la série, je vous conseille de mater la grande rétrospective notamment de Durandal, qui a non seulement vu les films, mais qui a vu les films en étant un fan des livres, donc il a un regard extrêmement précis sur les rapports livres-films, et évidemment c'est Durandal, donc il a un regard très précis sur le cinéma. Il se trouve que moi j'ai pas lu les livres, je ne suis pas fan, et du coup j'ai un avis très opposé au sien, mais vraiment beaucoup, hein. Je trouve son analyse passionnante, et nonobstant je suis souvent pas d'accord avec lui. Et donc j'ai enfin l'occasion aujourd'hui de revenir un petit peu sur les différents points et sur mon appréhension de cette série. Voilà, vous savez un peu sur quelle marche on va partir, dans quel sens on va aller. J'espère que ça vous plaira, et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec la pré-production des Harry Potter. Donc dans la pré-production, le livre étant un gros succès en Angleterre notamment et aux États-Unis, David Heyman étant un producteur à l'époque, je ne sais plus maintenant, je vais dire des bêtises. La production, c'est Warner Bros, non? Je sais plus, franchement, je vais dire des bêtises. Donc, un des gros producteurs d'une des grosses boîtes américaines, honnêtement, je sais plus du tout. Ça me revient pas. Je vais trouver l'info, hein. Je vais le dire tout de suite, parce que je me sens un peu stupide. Le grand distributeur, c'était Columbia, non? Bon, je vais retrouver, excusez-moi. En l'occurrence, ce producteur, David Heyman, cherchait un film familial, c'est Warner Bros, la Warner Bros. Chercher un film familial et chercher un livre à adapter comme ça. Il en avait d'abord un premier, je sais plus ce que c'était exactement en tête, finalement ça ne s'est pas fait. Et du coup, il s'est un peu retrouvé avec à devoir faire un livre dont il avait entendu parler mais qu'il n'avait pas lu lui-même, qui s'appelait donc Harry Potter and the Philosopher's Stones, et c'est son assistante de production qui lui a incité à lire le livre. Il l'a lu, il l'a trouvé très bien, il a estimé que c'était très intéressant comme défi à l'aube de l'an 2000 et avec l'arrivée à ce moment-là, l'introduction très forte de l'image de synthèse dans le monde du cinéma. Petite parenthèse tout de suite, on avait eu en 91 ou 92, je crois, Terminator 2, qui était arrivé avec ce fameux effet spécial génial du personnage du T-1000, qui était un des premiers personnages en synthèse, avec des plans complets, avec un effet photoréaliste. Je dis pas le premier, mais un des premiers au cinéma, et qui intronisait une bonne fois pour toutes l'utilisation des ordinateurs au cinéma, et que ça allait devenir une des pièces maîtresses du cinéma du futur. On l'avait accepté pour de bon, ce qui fait que en 96-97, quand Heyman cherche un livre à adapter, il sait déjà qu'il va partir sur quelque chose de très ambitieux, en espérant que Warner Bros. Veuille bien le suivre, même si c'est sa propre boîte de production qui était le producteur principal au départ, Heyman Productions, avec 1492, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça, c'est la boîte de Chris Columbus, mais je suis plus certain. J'ai dit peut-être des bêtises. Et en l'occurrence, le projet a été vite soutenu par Warner Bros. Quand David Heyman a réussi à obtenir les droits pour, je crois que c'est 1 million de pounds, 1 million de livres sterling, à donc J.K. Rowling, pour obtenir le droit d'adaptation des 3 premiers livres, sachant que, a priori, elle avait déjà signé un avenant pour éventuellement leur donner le droit d'adaptation des livres suivants. Mais là où tout de suite ça devient intéressant, c'est que J.K. Rowling, très vite, après le succès de son livre, avait conscience que des productions américaines risquaient de venir la voir, que c'était leur style d'acheter des droits et de faire n'importe quoi avec. Et du coup, elle a tout de suite beaucoup protégé l'adaptation de sa série Harry Potter. Je peux donner 3 points très importants. Le premier, c'est qu'elle a insisté pour avoir un droit de regard sur l'écriture du scénario et sur la production du film, c'est-à-dire que J.K. Rowling était sur le set, tout simplement, elle était là au niveau du tournage. Elle avait même un droit de regard sur le montage sur les derniers films, je crois pas sur les 3 premiers, je ne crois pas, mais à partir du 4e, ils ont renégocié le contrat, vu que c'était un succès colossal au cinéma, évidemment, en vente de DVD et tout, à l'époque, puisqu'on n'était pas encore à l'époque du Blu-ray, et oui, ça commence à dater. Et en l'occurrence, elle avait gagné un droit de regard, ce qui était très rare, mais elle avait réussi à l'obtenir auprès de David Heyman, et ensuite la Warner Bros. Était un petit peu grillée là-dessus, elle était obligée de faire avec elle. Alors que, évidemment, les productions américaines préféraient largement acheter les droits d'un livre et faire un peu ce qu'ils voulaient avec, pour pouvoir le vendre le mieux possible, selon eux, ce qui donnait souvent des adaptations très discutables, mais en l'occurrence, parfois des améliorations par rapport au livre, mais la plupart du temps c'était des trahisons assez fortes du livre, quoi qu'il en soit.
Très 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 souvent, malheureusement. Surtout quand le livre n'était pas américain. C'est une réalité aussi des adaptations. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous voulez voir des avis extrêmement précis et intelligents là-dessus, je vous conseille la chaîne de Ginger Force qui s'appelle Adaptation, où elle analyse des livres adaptés en film, et elle analyse aussi bien le livre, un peu moins, mais beaucoup plus le film. Mais en tout cas, elle a lu le livre, elle mate le film, et souvent donc elle fait des retours les uns sur les autres qui sont juste passionnants. Je vous envoie aussi écouter ce qu'elle fait. C'est super bien, regardez ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment super bien. Elle mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés avec un travail de cette qualité. Je ferme la parenthèse. Donc, J.K. Rowling obtient un droit de regard. Elle obtient en deuxième point que le casting soit british, anglais. Et oui, yes sir, comme on dit. Et en l'occurrence, c'est un choix très très fort, puisqu'évidemment, les premiers réalisateurs américains contactés pour faire le film arrivent avec des idées de casting, on va dire, de différents pays parfois. On peut prendre l'exemple de Steven Spielberg, le plus connu, qui était venu avec Haley Joel Osment, qui jouera le rôle principal ensuite de Intelligence Artificielle, AI, et qui était le premier choix, l'acteur que Steven Spielberg voyait dans le rôle de Harry Potter, et donc, comme il était anglais, c'est vite parti en vrille avec J.K. Rowling. Alors bien sûr, il y a deux versions, hein, je vous fais la version conte de cette petite histoire. Il y a d'un côté Steve Spielberg qui a dit que J.K. Rowling ne voulait pas de Haley Joel Osment et qu'il avait pris ça comme une forme de ostracisme et de racisme déguisé. Il le dit pas comme ça, mais moi je le dis. Et que du coup ça l'avait vite dégoûté de participer, de continuer à écrire le premier draft qu'il avait commencé à écrire de Harry Potter and the Philosopher's Stone, copie qui est a priori trouvable sur internet, mais moi je l'ai jamais trouvé. Il avait écrit toute une moitié du premier film, et finalement, bon voilà, c'est parti à la poubelle. Chris Columbus a fait complètement autre chose, mais tout ça pour dire, voilà, il y aurait sur internet a priori une moitié du draft qu'avait écrit un vrai scénario, hein, mais je l'ai jamais trouvé, de Steven Spielberg. Bon. Écoutez, si vous le trouvez, vous me l'envoyez, je serais curieux de voir comment il voyait les choses, bref. Et donc, il s'est barré comme ça. De l'autre côté, J.K. Rowling a simplement dit qu'elle s'était opposée surtout à l'idée que entre guillemets, l'acteur ne soit pas anglais, parce que il y avait quelque chose de l'ordre de l'Angleterre qui devait rester dans la production, et elle aimait l'idée qu'on tourne la majorité des films en Angleterre sur des sites anglais, parce que c'était son imaginaire à elle, l'image qu'elle en avait vue. Elle ne voulait pas que le film s'éloigne à cause d'un acteur qui serait jeune et américain, et qui forcerait donc le tournage à se dérouler essentiellement aux États-Unis. C'était quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Elle voulait être sur le set, elle voulait aussi avoir la possibilité de rentrer chez elle parfois, puisqu'elle est anglaise et qu'elle vit en Angleterre. Et pas dans les grandes villes, qui plus est, si j'ai bien compris, donc à l'époque. Et donc voilà, on a deux versions un peu de l'histoire. Mon point de vue sur la question, c'est que, honnêtement, je suis le premier à dire que Steven Spielberg est un requin sur certains trucs, donc je sais pas trop quoi penser de lui sur le sujet, et c'est tout à fait possible qu'il ait pas voulu jouer le jeu, tout simplement parce qu'il a demandé du blé en plus ou autre, et qu'il a trouvé cette raison pour que ce soit politiquement correct, ce qui est assez classique dans le cinéma encore aujourd'hui. À l'ère d'Internet, on n'arrive pas encore à percer à jour ce genre d'histoire, mais je pense que ça ne tardera plus. Nonobstant, de l'autre côté, J.K. Rowling a eu finalement une réputation sur les productions des différents Harry Potter d'être relativement dure, et n'ayant pas d'expérience sur les premiers Harry Potter, je pense qu'elle était parfois très ou trop dure, ce qui fait que c'est souvent parti en vrille avec les réalisateurs. J'en reviendrai là-dessus, mais Chris Columbus a jeté l'éponge après le deuxième film, alors que la Warner, encore une fois, avait signé les droits d'adaptation pour 3 films. Donc je pense que Chris Columbus, au départ, il pensait réaliser au moins les 3 premiers. Il avait pensé sa réalisation, je pense, sur un développement de plusieurs films, très fortement, avec sa patte à lui. Et après le deuxième film, il a jeté l'éponge. Je reviendrai sur ces points-là, pourquoi lui il a jeté l'éponge et quelles sont les raisons qu'il a données après donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter 2. Le dernier point que J.K. Rowling a obtenu aussi, c'était donc de pouvoir renégocier, une fois le 3e film fait, ses droits d'auteur et sa position, et elle va s'en donner à cœur joie, ce qui fait que, comme par hasard, après un 3e réalisateur british, un réalisateur du 3 qui était donc british-espagnol, Alfonso Cuarón, mais d'origine anglaise, avec qui ça s'était mal passé. Ils ont mis Mike Newell, qui est australien, si je dis pas de bêtises, et c'est encore parti en vrille. C'est elle qui a vraiment, pour le coup, casté le 4e réalisateur, qui est comme par hasard resté jusqu'à la fin de la série. J'ai nommé David Yates, et si je ne dis pas de bêtises, il est anglais. Je reviendrai là-dessus à l'occasion, mais
il y avait vraiment chez J.K. Rowling, mais elle a gagné aussi en expérience, j'insiste, ce qui fait que je pense qu'au bout d'un moment, elle a compris la difficulté de cette production-là, elle a commencé à avoir l'expérience aussi de critiquer certaines choses et de remettre certaines choses en place, et quand elle a senti, à mon avis, qu'elle contrôlait plus ou moins bien l'adaptation de son point de vue, elle a plus ou moins laissé la machine se mettre en marche pour aller de plus en plus vite vers le dernier film. Mais d'un côté, je respecte à fond ça, c'est quelqu'un qui a vraiment respecté ses fans, les gens qui aimaient le livre, au point de beaucoup se battre pour que les adaptations soient de la meilleure qualité possible, et ça franchement il faut la respecter, c'est très très difficile à Hollywood, et sur une production de cet enjeu-là, de cette ampleur-là, surtout quand on n'est pas du tout habitué à ça, et qu'on est simplement un écrivain, hein, point barre. C'est très fort d'avoir réussi à tenir à ce point-là et d'avoir négocié aussi bien ses contrats et ainsi de suite, parce que, excusez-moi, mais 1 million de livres sterling, ça donne à réfléchir quand même, et je pense que plus les films ont avancé, plus on lui a proposé des gros chèques pour se taire et laisser faire la production, ce qu'elle n'a d'une certaine manière pas fait, mais c'est discutable, hein. Je pense qu'il y a des spécialistes de la série qui pourront peut-être me contredire là-dessus, mais c'est mon impression. Déjà, il faut respecter énormément ça, et la deuxième chose, c'est que on sent vraiment qu'elle aimait énormément cet univers, qu'elle aime énormément cet univers, et qu'elle a voulu le défendre parfois de manière un peu pathologique. Je vais vous donner un exemple tout con. C'est dans sa tête, Harry Potter avait les cheveux bruns et les yeux verts, et au départ, il voulait lui faire carrément porter des lentilles de contact à Daniel Radcliffe pour qu'il ait les yeux verts et non pas bleus. Et au bout d'un moment, je crois après des tests de tournage, il avait des irritations oculaires, et donc elle a enfin admis que ce serait mieux de le laisser tranquille et qu'il ait les yeux bleus. Je dis pas que c'est pas important à l'image, mais c'est surtout pas important dans la narration. Ça en dit long sur le regard de J.K. Rowling sur l'adaptation. Elle avait des images en tête et elle voulait que ça corresponde coûte que coûte, surtout sur les premiers films. Après, on sent vraiment qu'elle a commencé à laisser à David Yates plus de marge, notamment. Peut-être déjà à Mike Newell, hein, et peut-être à Alfonso Cuarón, mais je crois pas. Je crois que de ce que j'ai pu lire comme anecdote, Alfonso Cuarón a littéralement truandé J.K. Rowling et la production sur plein de points. Je reviendrai là-dessus quand je ferai le retour sur Le Prisonnier d'Azkaban. Harry Potter 3, pardon, Alfonso 43, n'importe quoi, Harry Potter 3, et Mike Newell, pareil, a un peu truandé, mais très vite il a abandonné, il a complètement laissé la production faire, et avec l'accord de J.K. Rowling, mais je reviendrai aussi là-dessus sur la Coupe de Feu, quand je ferai le retour sur la Coupe de Feu. Mais à partir de David Yates, elle a vraiment commencé à laisser de la marge, parce que je vais m'expliquer clairement, quand on revient sur des détails comme par exemple, non, Harry Potter il est blond avec les yeux verts, dans une production de cette ampleur-là, alors qu'on a casté soi-même l'acteur principal et qu'il a les yeux bleus, parce que je vais revenir là-dessus après sur le casting, mais elle a été aussi très très présente. En fait, on se trompe de débat, surtout quand ce détail physique n'a pas d'importance sur la narration. Que Harry Potter les yeux bleus ou verts, ça n'a jamais été un sujet de la série des films. Peut-être dans les livres, encore une fois, je n'ai pas lu les livres, mais dans les films, ça n'a pas d'enjeu. De facto, c'est là où on peut dire concrètement que ça devient pathologique et qu'elle avait juste des images en tête et qu'elle voulait que ça colle, coûte que coûte. Ce qui, évidemment, est une erreur, artistiquement parlant. Parce qu'à un moment donné, le réalisateur est le réalisateur. Et sur une production de cette ampleur-là, il doit mettre de la personnalité. Il peut pas juste exécuter. S'il exécute, on obtient des films froids et le public ne s'y trompe jamais. Il faut qu'il y ait de la personnalité. Or, le réalisateur a son univers, sa manière de mettre en scène qui correspond à une certaine imagerie, à certaines limites. À tous les niveaux, que ce soit en termes de mouvement, de mise en scène, de rythme, de colorimétrie, de couleurs, de costumes, de tout. Ça crée forcément une fermeture des champs qui est liée au fait que le réalisateur est là parce qu'il a une personnalité et que cette personnalité s'exprime dans son travail. De facto, en ayant une attitude comme ça, J.K. Rowling se positionnait quelque part en réalisateur bis, mais en n'ayant pas forcément la connaissance du matériel film. Donc ça a créé forcément des conditions de tournage assez particulières, j'imagine. Donc voilà, c'est simplement vous donner un petit peu comment ça s'est construit toute cette histoire et comment au final ils ont réussi à obtenir un début de casting pour Harry Potter 1. Le casting a donc été fait largement en Angleterre et au milieu de beaucoup d'enfants, Daniel Radcliffe a été choisi, avec l'accord de J.K. Rowling. Comme je disais au départ, elle pensait lui mettre des lentilles, ils ont finalement abandonné, et ils ont trouvé finalement aussi en Angleterre, j'ai oublié le nom des acteurs, tiens, c'est étonnant ça ne me revient pas, bien sûr, Emma Watson, si je dis pas de bêtises, oui, et Rupert Grint, tous les deux qui étaient des acteurs de théâtre amateurs quand ils étaient petits, et qui ont donc obtenu les rôles, a priori, d'après ce que j'ai entendu, très très vite. Alors bon, il faudrait que je retrouve, si je trouve des infos là-dessus, je clarifierai dans peut-être la vidéo sur la Chambre des Secrets. Donc voilà, le casting principal étant fait, les acteurs étant tous globalement anglais, même s'il y avait quelques exceptions qui ont été finalement changées à la dernière minute,
Je pense notamment à le personnage de Quirrell qui au départ devait être joué par un acteur américain et qui finalement a été dans un second temps, qui a été dans un second temps changé parce que l'acteur américain avait un problème de planning et du coup c'est l'acteur Ian Hart qui est devenu le professeur Quirrell. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais je vais le mettre en gros aussi sur les images. Il y aura des spoilers. Je vais essayer de pas trop spoiler, de pas spoiler toute l'intrigue, mais comme je vais faire la série des films, il y a dès la Chambre des Secrets, je vais commencer à spoiler automatiquement beaucoup plus, puisque je baserai mon histoire et mon récit, ou ce que je vous raconterai, sur le film précédent, donc il y aura forcément des spoilers. Donc si vous n'avez pas découvert la série d'Harry Potter, je vous conseille d'aller la regarder avant. Je serais surpris que vous ne l'ayez pas vue, mais puisqu'on en est là, vous pouvez aller voir la série. Je pense pas que vous passerez un mauvais moment. Et puis vous revenez m'écouter après. Mais vous pouvez aussi écouter si vous voulez. Parce que je vous incite à la regarder, parce que je trouve que ça a été un défi très intéressant. Moi, je vous incite à la regarder d'un point de vue qui est vraiment de l'ordre de la production de cinéma. Imaginez qu'il fallait adapter chaque livre quasiment après que le film soit sorti. Quand ils ont obtenu les droits, je crois qu'on était au 2e ou 3e livre, à peine. Donc autant dire que c'était chaud. Ils ont commencé à écrire le premier film, le 3e livre venait de sortir ou allait sortir, et ensuite, les productions des films a évidemment rattrapé les livres, l'écriture des livres, ce qui fait que je crois qu'à partir du 4e livre, Mike Newell, par exemple, écrivait sur un livre qui était en train d'être écrit. Il a reçu juste des directives scénaristiques, autant dire que c'était très, très, très compliqué. Alors, je crois qu'il est sorti le 4e livre est sorti pendant la production du 4, et le 5 juste avant que le 5 sorte. Enfin, c'est devenu un casse-tête monstrueux, puisque normalement, on écrit, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un blockbuster de cette ampleur-là, on l'écrit 1 an avant que la production commence. C'est-à-dire que le scénario est en train d'être écrit, et c'est l'année suivante qu'on commence la production. C'est-à-dire, évidemment, le casting est déjà fait, ce genre de choses, mais c'est ensuite qu'on commence à monter les décors, machin, à préparer le tournage, à faire le tournage. Donc on a une année, entre guillemets, je caricature, qui est morte, et qui est consacrée essentiellement à l'écriture. Alors comment on fait dans cette année quand le matériau de base n'est pas terminé ? C'était ça les Harry Potter, ça a été une course pendant 8 ans. Et ça, par contre, j'ai pas d'autres exemples en tête d'un délire pareil. C'était vraiment le Seigneur des Anneaux, encore une fois, à chaque fois qu'ils avaient un souci, ils pouvaient se rattacher au livre de base qui était fini depuis longtemps. Ça, c'était une vraie force et une vraie chance pour le coup. Donc, en l'occurrence, j'ai envie de revenir sur cette série de films en gardant bien ça en tête, et je vous le redirai régulièrement pendant ce récapitulatif, mais j'aimerais que si vous découvriez aujourd'hui cette série, vous gardiez ça en tête. Parce que mine de rien, 8 films dans ces conditions-là, c'est balèze. Honnêtement, c'est balèze. J'ai pas d'autres mots, je trouve que c'est fort. Mais je reviendrai là-dessus film par film, parce que c'est plus intéressant comme ça. Et puis, je parle trop, donc on a notre temps, on a tout le temps qu'il nous faut. Hein ? On y va, on va se faire un petit pitch quand même. Harry Potter est un jeune garçon qui vit sous l'escalier de la maison de ses parents adoptifs en Angleterre. Traité un peu comme un esclave et souvent menacé de ne pas manger pendant plus d'1 semaine, Harry se demande ce qu'il fait là. Et très vite, un phénomène étrange se produit. Une lettre arrive chez lui lui annonçant qu'il entre à l'école des sorciers de Poudlard. Son oncle a beau fuir, essayer de faire en sorte que cette lettre ne soit jamais ouverte, Harry finit par être sauvé par un étrange personnage immense qui s'appelle Hagrid. Hagrid lui annonce qu'il est le fils de Lily et James Potter, 2 sorciers, morts à sa naissance. Non pas à sa naissance, morts quand il était tout jeune, tué par le terrible Voldemort, la menace la plus grande du monde des sorciers. Mais alors qu'Harry est encore à se demander comment ses parents sont morts et qu'est-ce qui leur est précisément arrivé, il entame son voyage vers Poudlard où va commencer sa vie de sorcier. Donc oui, c'est un pitch un petit peu improvisé, je veux pas trop dévoiler, je pense que j'en ai dit largement assez dans ce début avec ce petit pitch, et j'aimerais tout de suite attaquer le vif du sujet. Alors, il faut comprendre une chose sur la forme du travail de Chris Columbus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?
Je vous ai donné le pitch sans avoir parlé de la carrière de Chris Columbus. Alors Chris Columbus est un réalisateur américain, producteur et scénariste. Il a notamment travaillé comme scénariste sur les Gremlins de Joe Dante, chef-d'œuvre absolu, sur les Goonies, chef-d'œuvre absolu, sur Le Secret de la Pyramide, mais que je n'ai jamais vu, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a été producteur sur bien des films, et il a réalisé notamment Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai raté l'avion 2, Mrs. Doubtfire, 9 mois aussi, qui était le remake français du film 9 mois, de Patrick Braoudet d'ailleurs, qui est un film qu'il faudrait que je revoie à l'occasion, tiens. La course aux jouets avec... Non, il a été producteur de ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il a été producteur sur la course aux jouets avec Schwarzenegger, qui est un film absolument regardable. Il a réalisé aussi L'Homme bicentenaire, film assez étrange, avec Robin Williams. Adaptation d'un livre aussi, avant de réaliser en 2001 donc Harry Potter à l'école des sorciers, et en 2002 Harry Potter et la chambre des secrets. Ensuite, il a plus réalisé de choses avant plutôt un long moment, à part un film qui s'appelle Rent, que je n'ai pas vu. Et je n'ai revu un film de lui qu'en 2010, avec Percy Jackson et le voleur de foudre. Je ferai pas de retour sur ce film est très très moyen. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et voilà, avant de réaliser le absolument imbouffable Pixels, sur lequel je devrais faire une vidéo entière pour expliquer à quel point ce film est un crachat au visage de n'importe quelle personne qui a tenu une manette dans sa vie, mais peu importe. J'enragerai sur ce film un autre jour. En tout cas, c'est un réalisateur qui, au moment où il réalise Harry Potter, a plutôt bonne réputation, puisqu'il sort de très gros succès familiaux de Maman, j'ai raté l'avion, et de Mrs. Doubtfire, et qu'il avait donc encore un gros potentiel. Après le four financier de L'Homme bicentenaire, qui a été un échec au cinéma terrible, alors qu'il a coûté relativement cher, il se retrouve un peu embarqué sur Harry Potter à l'école des sorciers, parce qu'il aime beaucoup le livre, et que donc il n'y a pas de souci, il avait envie de l'adapter, mais il était aussi en quête de rachat, et il fallait que, quelque part, il prouve à Hollywood qu'il était encore capable qu'il en avait encore sous le coffre. Je reviendrai sur cette question-là, parce que je pense qu'il avait cette ambition-là au départ, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, après Harry Potter et la Chambre des Secrets, il va quand même mettre 3 ans avant de faire un autre film, et ensuite il va remettre encore 4 ans avant de faire un autre. Hein. Donc je crois vraiment que ça l'a épuisé, que les Harry Potter l'ont épuisé à un niveau qu'il n'avait pas anticipé en amont, mais je reviendrai là-dessus à l'occasion. Donc voilà, c'était juste pour vous donner le pédigré, parce que Chris Columbus est un réalisateur de films familiaux, efficace et souvent comique, avec une base plutôt souvent, on va dire, quasi de l'ordre du film de bande dessinée. Maman, j'ai raté l'avion, c'est les fameux pièges tendus à des mecs qui leur font faire des cabrioles et des machins, ils se prennent des tas de choses dans la tronche. Des films qui sont un peu des copies un petit peu du style Bip Bip et le Coyote, si on doit reprendre des dessins animés de Tex Avery, où l'objectif est d'assouvir le sadisme du spectateur à voir un personnage se faire retourner de tous les côtés. Mais il le faisait bien, c'est des films assez efficaces, que j'ai pas revus depuis longtemps, mais qui étaient des bons films familiaux. À l'époque, j'avais 10 et 12 ans, j'ai pas adoré, mais j'ai pas détesté non plus, je passais pas un mauvais moment devant, je pense que l'effet fonctionnait bien sur moi. Et j'avais 10 ou 12 ans, donc un réalisateur plutôt efficace. Et puis Madame Doubtfire, qui a été une comédie dramatique très réussie à l'époque, qui a eu un énorme succès. Donc voilà, c'est un mec qui sait faire ça, il sait aller chercher les éléments et les doser pour que le film soit familial, drôle et agréable à regarder. Et il faut admettre que dès le début de Harry Potter, on reconnaît son... Je sais pas si c'est son style, j'aurais du mal à dire parce que je connais quand même pas assez la filmographie de Chris Columbus en entier. Mais en l'occurrence... on reconnaît dès le début du film un style qui est très années 90, des personnages relativement caricaturaux, qu'est-ce que je raconte ? Très caricaturaux, très colorés, les têtes des Dursley, notamment la famille adoptive de Harry, elle est vraiment très 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 caricaturale, ils ont les joues roses, les traits sont marqués, il y a un côté comme ça, maquillage très très fort, la maison a des couleurs très contrastées, la lumière est forte. Il y a un côté baroque, mais là, c'est même pas baroque, c'est pompier carrément. C'est vraiment le style, il y a de la lumière et de la couleur partout. C'est très très fort, et dès qu'on passe dans une ambiance beaucoup plus sombre, le moment où les Dursley... encore une fois, j'ai dit que j'allais spoiler le moins possible, mais je vais spoiler, donc attention. Hein, où les Dursley déménagent et vont habiter sur un... Je sais plus si c'est sur une colline ou sur une île carrément, ou dans un phare, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on passe complètement à de l'obscurité totale, de la lumière bleue. Tout est très contrasté, donc il y a un côté baroque, pompier, chez Chris Columbus, qui pour le coup
qui peut en rebuter beaucoup, hein. Moi, le début de Harry Potter 1, la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment en mode, ouais, bon, film pour gosses, mais mauvais film pour gosses, quoi. C'est-à-dire vraiment trop caricatural, trop exagéré, lourdingue dans ses effets, avec le gosse qui... donc Harry a sa chambre sous l'escalier, et puis on a son cousin qui court et qui saute sur l'escalier, avec une bonne contre-plongée pour rajouter du poids. On voit carrément Harry qui prend de la poussière. Enfin, il y a une sorte d'exagération comme ça. Un gamin qui vit dans des conditions pareilles, je veux dire, il finit à la DAS en 2-2, quoi. Les voisins réagissent. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je sais que ça existe, mais c'est pour dire, il y a une exagération dans le rapport qu'ils ont avec Harry qui est hallucinant, quoi. Et toute cette exagération, perso, avait tendance un peu à me fatiguer. Je trouvais le film un peu lourdingue et un peu difficile et indigeste. Et là, quand je l'ai revu, donc comme je disais, il y a 2-3 ans, j'ai beaucoup apprécié l'effet parce qu'au moment où on apprend que Harry va aller à Poudlard et que Hagrid vient le chercher, on a enfin le point de vue du pourquoi la famille Dursley le traite comme ça, et on voit vraiment de la noirceur, au-delà du fait d'être un peu idiot, de la noirceur chez la tante notamment, et du dégoût, et c'est vraiment une forme de racisme très fort envers donc les mages, elle qualifie Harry de anormal, et on sent vraiment qu'elle avait un rapport à sa sœur très très violent. Du coup, c'est assez... et ça fait beaucoup fonctionner le début, je trouve. Ce petit détail donne tout de suite un vrai élan au film, puisqu'on a ce côté caricatural, on le prend à la légère, vraiment, parce que le film est léger, même avec la scène aux eaux, avec le serpent, tout ça, qui est supposé rajouter une forme de mysticisme. Bah en fait, non, je trouve que ça continue dans le grand guignolesque, en quelque sorte, avec des réactions assez exagérées, notamment du cousin, qui se retrouve piégé derrière une vitre, et qui commence à hurler alors qu'il est juste dans un... il y a juste une vitre, quoi, il n'y a pas de quoi s'affoler, quoi. Enfin voilà, donc tout ça est très comédie américaine forte, comme ça, un peu exagérée, et souvent exagérée d'ailleurs. Mais Chris Columbus l'assume et le gère très très bien, dans le sens où il va nous emmener vraiment vers une raison concrète à ça. C'est des gens qui sont caricaturaux, qui sont laids, et qui ressemblent à des tableaux allemands du Moyen-Âge, là, avec des personnages à joues roses qui ont l'air complètement diaboliques, vous voyez ce que je veux dire, ronds et diaboliques comme ça, une sorte de bonhomie, mais qui on dirait qu'ils vont éclater. C'est assez horrible. Et ça fonctionne très très bien parce qu'ils sont horribles, en fait. C'est pas seulement leur physique qui est exagérément caricatural, c'est des gens horribles. Et ça fonctionne du coup, je trouve, très très bien comme lancement du film, puisque quand on se rend compte qu'ils sont horribles à ce point-là, on ressent la nécessité on fait complètement corps avec Harry d'un seul coup, parce que on se rend compte que voilà, il faut qu'il s'enfuit, il a envie de s'enfuir, et il y a quelqu'un qui vient le sauver, et c'est exactement ce dont il a besoin. C'est pour ça que quand Hagrid fait apparaître une queue de cochon sur les fesses de son cousin, il rigole, il est pas du tout sadique ou méchant, et c'est eux qui sont méchants avec lui, et donc il se venge un peu, mais quelque part c'est logique avec ce qu'on visiblement on lui fait subir. Il y a quand même, comme je disais, son oncle qui le menace à un moment donné de pas manger pendant 1 semaine. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette menace, quoi? Ça veut dire qu'il est possible qu'il lui ait déjà fait le coup. C'est quand même complètement fou, quoi, avec un gosse de quoi, je crois qu'il a... Je sais plus quel âge il a au début, 10 ans, moins 7-8 ans, un peu moins, je crois qu'ils sont 7-8 ans au début, si je dis pas de bêtises, bon. Donc voilà, cette exagération-là trouve tout son sens dans le dégoût et le racisme qu'ils ont envers lui, et qui explique les conditions absurdes dans lesquelles il vit. Et le fait aussi qu'ils élèvent très très mal leur enfant, et qu'ils sont complètement caricaturaux dans leur rapport à la parentalité. Petite parenthèse, j'imagine que c'est aussi dans le livre, j'en sais rien. Encore une fois, je parle pas du livre, je parle du film, mais on sent là aussi une critique de notre monde actuel, hein, du monde de consommation, qui est indirect, mais qui est un peu un miroir déformé. C'est à pourrir gâter les enfants, et à vivre, comment dire, dans une sorte de froideur qui admet plus l'émerveillement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce côté, tout est attaché au gain, à contrôler ce qu'on a autour de nous, et à être complètement paranoïaque de toutes choses différentes, parce que on a l'argent pour avoir tout ce qu'on veut. Même si, bien sûr, j'insiste, c'est caricatural avec le... Je sais pas si c'est dans le livre, encore une fois, mais le cousin qui demande 38 cadeaux parce qu'il en a eu 37 l'année d'avant. Enfin, vous voyez, on est dans du délire complet en termes de proportions, mais c'est, encore une fois, c'est très bien assumé par Chris Columbus, et du coup, ce retournement d'un seul coup, qui arrive quand il va aller vers Poudlard, fonctionne très très bien, puisque dès qu'on commence à rentrer dans l'univers de Poudlard, donc non pas directement dans l'univers des magiciens, mais quand il arrive à la gare, et qu'il rencontre pour la première fois la famille Weasley,
pour traverser ce fameux mur qu'il traverse avec son chariot, on franchit tout de suite un cap de réalisme. C'est-à-dire le monde humain a l'air du coup faux, caricatural, plastique, théâtral, et d'un seul coup, quand on rentre dans l'univers de Poudlard, tout s'ouvre, on a des grands décors, on a beaucoup de gens, des figurants, et c'est incroyable comme il poursuit l'effet à l'école de Poudlard et à quel point ça fonctionne. À quel point on a constamment la sensation que c'est une vraie école, que ça grouille de vie, ça s'agite beaucoup. J'aime beaucoup cette attention-là dans le travail de Chris Columbus. Si je dis pas de bêtises, Afonso Cuarón le poussera un peu plus loin, mais je reviendrai là-dessus à l'occasion. Mais j'ai beaucoup aimé ce travail à essayer de donner constamment de l'ampleur à Poudlard, diminué malheureusement par beaucoup de scènes dans le train ou dans des endroits un peu fermés, où par trop de moments, je trouve, Hermione, Ron et Harry sont tout seuls, les uns avec les autres. J'aime plus quand il arrive à introduire des dialogues, notamment au milieu de la cantine, et qu'il y a les élèves autour, et que c'est toujours aussi grand. Ça fonctionne vraiment bien. L'ampleur de l'univers des magiciens, avec le train, avec tous ces gens sur le quai, puis l'arrivée à Poudlard, avec cette école qui est juste immense, et qui joue beaucoup sur des effets labyrinthiques, avec ces fameux escaliers qui bougent, ainsi de suite, fonctionne très très bien. La mise en ampleur de l'univers des magiciens est excellente, vraiment excellente. Et du coup, ajouter à ça la musique de John Williams, qui rajoute évidemment énormément d'émerveillement, en jouant beaucoup sur ces fameux violons, et ces petites trompettes, qui rajoutent à chaque fois une petite dose héroïco-aventureuse. Vous voyez, en jouant sur des notes très très courtes. Encore une fois, je ne suis pas analyste de musique et je ne m'y connais pas assez en musique, donc je ferme ma bouche. Si je trouve, je vais certainement trouver, je crois que j'en avais trouvé une à l'époque, ça me revient maintenant. Je vais probablement la mettre sur ma page Facebook, sur la page Facebook d'un mec qui parle trop. Une analyse de vidéo de la musique d'Harry Potter qui était très 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 bien, vraiment très intéressante, et notamment du thème d'Harry Potter. Le thème principal, pardon. Dont j'ai oublié le titre. Mais tout ça pour dire, la musique de John Williams décolle à ce moment-là quand on arrive à Poudlard et dans l'univers des magiciens. Pardon. Et en l'occurrence, on obtient un excellent mix entre la mise en scène et la musique qui vont tout de suite donner énormément de profondeur, de richesse, de complexité. La musique devient orchestrale, très dense. Beaucoup d'éléments viennent rentrer, même si les éléments solistes sont clairement les cordes et les petites trompettes qui vont constamment augmenter l'intensité ou la diminuer ou marier les différentes émotions. Parce qu'une deuxième chose qui est très très bonne, je trouve, et je dois le dire dans ce premier Harry Potter, c'est la variation des univers. On rentre donc dans un univers forcément plus vaste et par définition plus adulte. Paradoxalement, on va dans une école avec des enfants, mais très vite, on est confronté à un monde qui a une double identité, qui est un monde vu par des enfants, mais qui est quelque part très adulte. Poudlard est très dangereuse, mais je vais revenir sur un élément tout bête par lequel ils ont réussi à introduire ça. C'est l'arrivée, je crois que c'est le jour d'arrivée, où ils sont tous assis, ou je ne sais pas si c'est pour un des premiers repas, où il y a les fameux fantômes qui hantent Poudlard, qui viennent se balader un peu partout. Et on a ce fameux fantôme qui est joué par John Cleese, qui s'appelle Nick, quasi sans tête, et qui vient montrer qu'il a la tête quasiment coupée, qui a un effet très gore, assez gloomy, comme on dit, et qui rajoute vraiment une part tout de suite indirectement une part par un biais comique, une part de noirceur, une part de violence. Il y a quelque chose c'est pas des fantômes, c'est pas Casper, quoi. C'est des gens qui sont réellement morts avant. Et c'est juste sous-entendu avec le bon dosage. C'est là où je reviens sur le talent de Chris Columbus à faire des films familiaux. Je pense pas qu'on peut avoir très peur devant Harry Potter 1, mais si on est un enfant, on peut être un petit peu impressionné comme il faut, juste là où il faut. Je trouve que là-dessus, Chris Columbus est vraiment doué. Il trouve une sorte de bon point d'équilibre où ça va bien s'achoper. Et c'est notamment par cet effet, comme je disais, des fantômes. Mais les différentes scènes qui vont venir ensuite, pour renforcer l'histoire, en augmenter l'intensité et la tension, ou tout du moins vont-elles essayer de le faire, je trouve arrive avec une grande maîtrise de ce que on essaie d'extraire de cet univers et qu'on essaie de mettre en image de cet univers. Je vais donner un autre élément qui me plaît beaucoup, c'est que grosso modo, Voldemort est cité par Hagrid assez tôt dans le film. La menace éventuelle que ressent Harry est citée éventuellement
arrive, je crois, grosso modo à la moitié du film, et c'est une grande force de ce film. C'est une grande force. Harry Potter à l'école des sorciers, ou je dirais plutôt, je vais prendre le titre anglais qui est beaucoup plus juste, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, et la pierre philosophale, est sait prendre son temps, et c'est une très très grande qualité du film. Même si j'ai été longtemps critique sur la première partie du film avec les Dursley, et que je trouvais que ça durait trop longtemps, je le dis maintenant, je le dis clairement, j'ai eu tort. C'est exactement parce que ça prend son temps, cette première partie, qu'ensuite on peut encore plus prendre son temps pour découvrir Poudlard, l'école, les professeurs, le côté étrange de cette école, mais le côté aussi merveilleux, le côté aussi menaçant de cette école. Il faut mettre tout ça en place. Mention à la première séquence où Harry rencontre donc Rogue, Snaps, pour les anglophones, interprété par Alan Rickman, qui est juste excellent. Ça se voit moins dans celui-là, je pense. Mais plus les films avancent, plus il est formidable dans ce rôle. C'est un travail de composition de fou, il est exceptionnel. Au départ, c'était Tim Roth qui devait jouer Severus Rogue, et je le dis tout de suite, ça aurait été dommage. Parce que je pense qu'Alan Rickman était un meilleur acteur, malheureusement il est décédé, paix à son âme. Mais en l'occurrence, on a chez lui, dans les subtilités de jeu du personnage de Rogue, il arrive à lui donner une ampleur tout de suite, c'est incroyable. Il y a le rapport, la première séquence où il est vraiment avec Harry dans son cours, avec les séquences extrêmement populaires sur internet qui a été parodiée 1 milliard de fois si ça se trouve, peut-être même plus, où grosso modo il apostrophe tout de suite Harry et il lui fait comprendre tout de suite que voilà, il l'aime pas, et que surtout il a une dent contre lui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Excellente séquence où il est d'une froideur terrible face à des enfants, il joue extrêmement bien, et je trouve que c'est une séquence qui met beaucoup d'intensité dans le film. Malheureusement, le reste du film n'arrive pas à suivre autant, je vais revenir après là-dessus pourquoi, mais cette première séquence avec Rogue, qui est vraiment le premier passage où on comprend que il y a de vraies menaces dans Poudlard, au-delà de la menace comique que représente Drago Malfoy, et qui est joué comme ça d'ailleurs. Je sais pas si ça s'arrête avant le dernier film, techniquement, le fait que Drago Malfoy soit un retour comique. Un ressort comique essentiellement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le prends dans les films, mais je reviendrai là-dessus film par film encore une fois. En l'occurrence, il y a vraiment un très bon équilibre. Le film, on est donc dans un univers enfantin, avec les Dursley. On bascule dans un univers, on va dire, un tout petit peu plus adulte, et un univers d'enfants dans un monde adulte, avec l'arrivée à la gare et l'arrivée à Poudlard. Puis on commence vraiment à rentrer dans l'univers de la magie, à proprement parler, avec l'arrivée des différents professeurs et la présentation grosso modo de comment fonctionne Poudlard, avec bien sûr le Choixpeau, les différentes grandes familles, les différentes grandes écoles au sein de Poudlard, Serpentard et tout le tintouin, Poufsouffle et tout. Et je trouve cette gradation, cette manière de faire simple, quelque part, qui ressemble à celle d'un livre, fonctionne très bien parce que Chris Columbus a su vraiment, au début, prendre son temps pour donner l'impression qu'on allait assister à un film pour enfants, alors qu'en fait, c'est un film pour enfants et pour la famille. Et le décalage fonctionne vraiment parce que l'univers, ensuite, gagne en densité. Et du coup, avec l'arrivée réellement de la menace de Voldemort, qui arrive grosso modo à la moitié, le film dure grosso modo, dans la version longue, 2h30, si je dis pas de bêtises, un peu plus, un peu moins, et grosso modo, à 1h15, on a vraiment, 1h15, 1h20, on a vraiment la première menace, comment Voldemort arrive, ou comment la menace de Voldemort arrive à se concrétiser, et comment du coup l'intrigue de la pierre philosophale va réellement décoller à partir de ce moment. Et là, je dois admettre que j'apprécie vraiment plus maintenant, avec le recul, le travail de Chris Columbus. La première arrivée des éléments, on va dire, dangereux, du film est fait de manière très maligne. Il y a une sorte de rétropédalage, puisqu'on a la fameuse scène où Hermione est poursuivie par un ogre dans les toilettes, et que Harry et Ron viennent grosso modo la sauver. L'ogre est vraiment, entre guillemets, pour un ogre en image de synthèse, plutôt réussi, mais je reviendrai sur les effets spéciaux après, plus précisément. Mais la séquence fonctionne plutôt bien, parce que c'est un monstre assez goofy, qui a l'air dangereux, par des détails tout bêtes, par exemple en montrant Hermione qui se prend les déchets des cabines de toilettes qui sont détruites en un seul coup de masse, donc il y a une force comme ça, on sent vraiment quelque chose de l'ordre du danger, mais en même temps ça reste très comique et on n'a pas vraiment peur pour eux, donc c'est ce bon équilibre entre film pour adultes, film pour enfants, en fait, qui est plutôt réussi. Mais très vite après, on bascule vraiment dans le film
au moins pour ado, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on monte d'un degré en âge avec la séquence dans la forêt interdite où on retrouve cette fameuse licorne qui est dévorée par un être qui serait a priori Voldemort. Et là vraiment pour le coup j'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup le travail sur cette grande cape noire. Alors pour tous ceux qui se posent la question, Harry Potter est sorti avant Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti, si je dis pas de bêtises... Ah non, qu'est-ce que je dis, Le Seigneur des Anneaux, le premier Seigneur des Anneaux, il sort en 2000. Non, il sort fin 2001, non, je vous dis des bêtises. Donc effectivement, Harry Potter sort avant, donc si vous pensez que la dégaine de Voldemort est d'aspirer d'une manière ou d'une autre d'un des fameux rois maudits, des Nazgûl du premier Seigneur des Anneaux, et ben non, pas du tout, c'est simplement une coïncidence de création. Purement et simplement, mais en l'occurrence on a cet effet de nouveau qui est aussi présent chez les Nazgûl, mais différemment évidemment, de cette grande cape noire qui flotte littéralement au-dessus du sol ici, et qui vient menacer Harry, et qui est vraiment superbe, avec ce petit détail sur les dents qui sont en train de dévorer, petit plan, un plan très court sur les dents qui sont en train de réellement manger une licorne, ce que je trouve très fort, et c'est une image très forte, quand je dis qu'elle est un peu adolescente, c'est vraiment... Pour un enfant, ça peut être une image relativement violente, parce que c'est une licorne, c'est beau, c'est dans l'imaginaire enfantin, occidental en tout cas, ça peut avoir un côté très magique, et ça peut pas faire de mal, donc voir quelqu'un la dévorer, c'est une image très très forte, c'est une manière tout de suite de dire, on va entamer quelque chose de vraiment dangereux pour eux, et surtout ça dit aux adultes et aux enfants que les films prochains vont pas continuer sur cette touche d'émerveillement, l'univers de Harry va très vite s'endurcir. Et ça aussi, c'est simple, c'est bien écrit, c'est bien amené. Je ne l'ai pas dit avant, zut. Le scénariste qui a adapté les Harry Potter au cinéma s'appelle Steve Kloves, sur lequel je n'ai pas fait encore assez de recherches. Stephen Kloves, pardon. Et notamment, il a écrit... Qu'est-ce qu'il a écrit comme autre scénario ? Je ne me souviens plus maintenant. Je vais vous dire ça tout de suite, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il a écrit beaucoup de scénarios, notamment par exemple Suzy et les Baker Boys, et donc il a adapté la totalité, surtout il est surtout connu pour son travail sur les Harry Potter, où il a adapté la totalité de la série, avant de travailler aussi sur les Amazing Spider-Man, le premier Amazing Spider-Man de Mark Webb, mais aussi les Animaux Fantastiques de David Yates. Visiblement il n'a pas travaillé sur le deuxième. Actuellement il est plus que producteur sur il a été producteur sur non, il est producteur, pardon, excusez-moi, sur le livre de la jungle, l'adaptation live de Disney réalisée par Andy Serkis. Donc voilà, il s'est essentiellement fait connaître en adaptant les Harry Potter pour le cinéma, et il faut admettre que moi quand je regarde les films, je trouve que ça jure rarement. Il y a rarement des formulations qui jurent. Il y en a. Il y a des moments scénaristiques où on se dit ouais, là il manque quand même la base du livre, mais je vais revenir ensuite après sur 2-3 petits points où je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, mais bon, qui sont pour moi à la limite de la cohérence, mais c'est discutable. Et encore une fois, il y a des grosses différences entre le film et le livre, hein. Je pense qu'il doit y en avoir, à mon avis. Ça doit pas passer par... Les fans doivent largement connaître la réponse à ça. Et encore une fois, je n'en suis pas un. Mais grosso modo, je trouve qu'il a fait de l'excellent taf. Et sur ce premier Harry Potter, cette scansion et cette habileté dans l'intrigue vient aussi du travail de Steve Kloves, pas seulement de la réalisation de Chris Columbus. Donc, comme je le disais, pour revenir sur ce Chris Columbus et sur la construction du film, à partir du moment où on rentre dans cette partie un peu plus noire, le film devient vraiment intéressant parce qu'il arrive constamment à marier univers enfant et danger adulte. J'aime beaucoup les différents problèmes que Harry et Ron et Hermione vont rencontrer, notamment pour remonter l'intrigue, sont vraiment des intrigues d'adultes, avec que eux vivent avec un regard d'enfant. Et le bon exemple, et qui fait que le film tient plutôt la route, c'est qu'ils arrivent à y survivre parce que, attention, spoil majeur, alors là vraiment si vous l'avez pas vu avant c'est con, c'est vraiment dommage, mais je suis obligé de spoiler sinon je peux pas m'expliquer. C'est parce que Rogue les protège régulièrement pendant l'histoire. Il n'est pas leur ennemi, il les protège régulièrement, et il est souvent en train de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Sinon, il serait déjà mort plusieurs fois. Le meilleur exemple, évidemment, c'est la scène de Quidditch, où Ron et Hermione pensent que c'est Rogue qui ensorcelle le balai de Harry, alors qu'évidemment c'est Quirrell, et que Rogue est en train, en fait, de le sauver du mieux qu'il peut. Du coup, on a vraiment
comment dire, un travail là sur la construction de l'intrigue qui devient logique, très logique à la fin, même si pendant un moment du film on peut se dire non mais attends, c'est supposé être des pièges que pour des adultes et des enfants entre guillemets de CM1, ils arrivent à de cours moyen 1 ou 2 là, ils arrivent à défaire tout ça et à s'en sortir. Oui, parce qu'ils sont protégés et aussi parce que bah voilà, effectivement ce sont quand même les héros et à un moment donné ils arrivent à franchir certaines choses. Encore une fois, c'est discutable, on peut revenir sur la cohérence un peu, parce que dire, voilà, encore une fois, mettre de la musique pour tromper le chien à trois têtes, pourquoi pas, mais clairement, à partir du moment où ils attrapent le balai et qu'ils se font poursuivre par les fameuses clés volantes, ça devient très dangereux. Il y a ce fameux plan où on les voit fermer la porte, et il y a toutes les clés qui rentrent dans la porte, comme des fléchettes extrêmement dangereuses, pour le coup. Ils se font cribler comme ça, ils s'en sortent pas vivants, à mon avis. Donc là, tout de suite, on a... par des détails. Encore une fois, c'est cette nuance que Chris Columbus arrive à mettre. C'est dangereux, mais c'est du cinéma. C'est juste histoire de dire aux enfants, c'est intense, mais c'est pas si grave. C'est intense, mais c'est pas si grave. C'est-à-dire de pouvoir permettre aux enfants de voir le film, d'être pris dans le film, sans pour autant les traumatiser, les angoisser, leur faire trop peur, trouver ce dosage qui fasse que c'est pas traumatique quand ça n'a pas besoin de l'être. Je reviens pas sur ma critique de Wall-E ou encore des Indestructibles, où je parlais de la nécessité parfois justement de secouer les enfants et de leur faire voir des choses costauds sur des idées costauds, mais que ça demande une vraie sens du dosage et que tous les réalisateurs n'y arrivent pas à faire et que la plupart du temps les réalisateurs de films d'animation font demi-tour face à ces idées-là, alors qu'en fait, souvent c'est des questions fondamentales qu'un enfant se pose de toute façon, donc avoir un film qui alimente ça, une œuvre d'art qui permet d'alimenter ça, de réfléchir ça, de penser ça de manière fictionnelle en se disant pourquoi le personnage n'a pas fait un tel, au lieu de se dire pourquoi moi j'ai pas fait telle chose, je suis comme ci, comme ça, c'est une manière indirecte, c'est pas un placebo, c'est un... pardon, je trouve plus le mot. C'est une catharsis salvatrice, voilà. Ça permet de réfléchir quelque chose de fort sur soi en étant décalé et en n'ayant pas à y faire face directement. Ça permet du coup de pouvoir s'y préparer, de mieux l'appréhender, surtout face à des questions et des angoisses auxquelles on n'a pas de réponse concrète encore au jour d'aujourd'hui. La mort, Dieu, ainsi de suite. Pourquoi l'univers, blablabla. Et j'aime bien l'idée que ce dosage-là dans ce premier Harry Potter, c'est vrai, il est globalement bien fait. Je mets tout de suite un gros bémol. J'ai beaucoup de mal. Oui, je finis juste là-dessus avant d'attaquer mon bémol sur la partie d'échecs. Je trouve par exemple la scène où ils se font étrangler par cette fameuse plante là, juste après avoir fui le chien à trois têtes. C'est quand on raconte un Harry Potter, on a l'air toujours un peu bête, hein. Peu importe. Je trouve la scène vraiment bien et leurs réactions à tous les trois sont cohérentes. Et Hermione a plus de sang-froid parce qu'elle connaît le problème, elle s'en sort. Harry est du genre à pouvoir se contrôler son angoisse et à faire face du coup à cet âge-là, du coup il s'en sort. Et Ron non, parce que c'est un petit garçon de son âge, il est impétueux. Et il n'arrive pas à contrôler sa peur. Et je trouve la séquence globalement très bien faite et leur complémentarité, pour le coup, là, dans cette séquence, dans l'action, fonctionne très bien. Je reviendrai grosso modo après sur la tension globale du film, qui est malheureusement pas au niveau, mais j'y reviendrai. Je vais peut-être y revenir tout de suite, en l'occurrence, mais après cette explication de la fameuse séquence de la partie d'échecs, me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'elle est bien introduite par cette idée que Ron joue aux échecs, et que c'est les échecs des sorciers, donc c'est plus violent. C'est barbare, comme dit très bien Hermione, mais je trouve que c'est très dommage de l'avoir réduit à des fondus, où on voit des explosions, et puis Ron qui dit le pion en 12, 24 et machin, et en Z22, je fais exprès de dire n'importe quoi, il n'y a pas de Z sur un échiquier d'échecs, ne vous énervez pas dans les commentaires, calmez-vous. J'adore le mec, il a jamais de commentaires sur sa vidéo, mais il parle de ça, bon bref, peu importe. Non, mais tout ça pour dire, c'est dommage d'avoir résolu, je trouve, une séquence qui pour moi était un peu un climax, parce que Ron se sacrifie. Ron dit clairement dans ce film-là, je suis ton meilleur ami. Il le dit sans le savoir, et c'est très bien écrit, je trouve. Et c'est dommage d'avoir du coup réduit la tension de la séquence, de la partie d'échecs à des fondus et des explosions. On comprend la violence de la chose et ce que ça veut dire, mais je trouve ça dommage parce que ça enlève beaucoup du coup d'instantanéité. C'est toujours très très délicat dans un climax de film de mettre une sorte de séquence réglée par des fondus et des images chocs. Parce que ça dégonfle la tension, ça la dégonfle d'un degré. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus simple de jouer sur la durée par exemple, ou de vraiment admettre
que Ron a un coup de maître et qu'il va le faire tout de suite, un truc qui lui permet de gagner en 3 coups. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait vraiment quelque chose à créer pour dire Ron est peut-être pas aussi bon qu'un adulte aux échecs. C'est aussi ça le problématique, c'est visiblement la partie est longue et en plus il gagne. Ça sous-entend que on entend avant le professeur McGonagall dire que la pierre philosophale est très bien protégée. Excuse-moi, non. Moi, je suis pas bon aux échecs, mais là j'ai l'impression que j'aurais pu m'en sortir si un gamin de 8 ans y arrive. J'ai des préjugés sur les gamins de 8 ans qui font des échecs ? Oui. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, allez-y. Mais en l'occurrence, vous voyez ce que je veux dire. Ron ne m'a pas l'air d'être un génie, ça a pas l'air d'être un nouveau Kasparov. Et c'est pas intéressant de le vendre comme ça aurait été beaucoup plus sympa, quitte à introduire la séquence, à clairement dire j'ai une clé pour battre quelqu'un en 3 coups, ou 4 coups, et ça marche à chaque fois. Et là, on aurait eu justement Harry, Hermione et Ron sur des points précis de l'échiquier. Je trouve que ça aurait donné beaucoup de visuel, beaucoup d'impact, et ça aurait créé un vrai climax. Parce qu'on aurait eu ce fameux doute de est-ce que ça va marcher, est-ce que l'adversaire va déplacer le pion tel que Ron l'espère pour pouvoir faire son coup, et c'est un coup qui nécessite qu'il se sacrifie en plus. Ça demande une certaine connaissance des échecs que je n'ai pas, mais je trouvais l'idée vraiment intéressante parce qu'elle avait en elle quelque chose de cinématographique, quelque chose de la séquence complète, et non pas d'une séquence qui est obligée de se résoudre par une manière habile, hein. Donc on met des explosions avec des fondus, bon bah on le sent moins, mais mine de rien c'est des hiatus. C'est des hiatus dans ce qui se produit. On quitte les personnages alors qu'ils sont en pleine tension. On est avec eux, hein, on prend d'un seul coup une distance par rapport à eux. Et ça enlève beaucoup de force au sacrifice de Ron. C'est vraiment dommage ça. C'est pas grave, mais c'est un peu à l'image de la mise en scène, d'un des gros défauts de mise en scène de Chris Columbus, et là j'y viens donc à plus ou moins à la conclusion de ma critique. Même si j'aime beaucoup la dernière partie avec Voldemort et ce très bel effet spéciaux du visage de Voldemort derrière le crâne du professeur Quirrell, j'aime beaucoup l'idée. Et je trouve que c'est vraiment gloomy, il y a un côté comme ça glauque, assez c'est pas flippant, encore une fois Chris Columbus trouve le bon dosage, mais c'est gentiment dérangeant, et c'est bien pour un premier film qui se veut quand même un film pour enfants et qui veut emmener vers d'autres films qui vont devenir de plus en plus adultes, entre guillemets, au moins adolescents. Ça c'est vraiment une marque, je trouve, de qualité dans le travail de Chris Columbus, et c'est vraiment classe que ce soit lui qui du coup ait fait ce premier film en tout cas. Je parlerai du deuxième à un autre moment. Comme je vous l'ai dit, on verra. On verra comment je traite la chose. Tout ça pour dire, ce qui est dommage, c'est que du coup on a une tension qui est un peu légèrement molle. C'est peut-être le défaut du film familial, c'est qu'en dosant assez pour que les enfants soient dedans, on arrive parfois à un niveau d'intensité qui dépasse pas un certain palier, et qui du coup fait de Harry Potter et la pierre philosophale un film avec ses bons moments. Encore une fois, dans la forêt, là c'est plutôt sympa quand il est sauvé par un centaure, c'est joli, il y a un côté magique et merveilleux qui reste très présent, bien qu'on comprenne la menace et l'intensité de la menace envers lui. Et en même temps, je trouve pas que le film va au niveau d'intensité qu'il aurait pu avoir. C'est un premier film, c'est un premier épisode, c'est ça que j'essaie de dire. Et c'est trop un premier épisode. Évidemment que Harry va pas mourir dans le premier épisode de sa série. C'est aussi problématique, hein. Peut-être qu'à l'époque, quand les gens allaient le voir au cinéma, ils ne connaissaient pas la série. Mais on tue rarement des enfants au cinéma, donc c'est toujours très difficile de créer de l'intensité. Dans un film qui est tiré d'un livre qui est un grand succès, les gens savent qu'il va pas claquer. Deuxième chose. Troisième chose, si tu arrêtes la menace au niveau de ce que peut supporter le public familial, par définition, tu vas pas franchir un certain cap d'intensité dans la réception de la série. C'était visiblement pas l'objectif de ce premier film, qu'on me comprenne. Mais moi, je suis obligé de le critiquer maintenant avec 18 ans de recul, parce que qu'est-ce qui fait que les gens vont regarder le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ? S'il n'y a pas cette intensité dans le premier, alors dans le deuxième, j'en parlerai à un autre moment, je veux vous laisser le suspense, mais s'il n'y a pas cette intensité dans le premier, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites qui sont intéressantes, l'univers est assez sympathique et merveilleux, tout est basé à mon avis sur l'idée qu'on suit la série parce que ça devient merveilleux, parce qu'on est pris par le merveilleux de Poudlard. Idée que je trouve très intéressante et qui visiblement fonctionne. Mais personnellement, j'ai besoin à un moment donné que le film franchisse un cap d'intensité. Je donne un exemple précis. On voit Voldemort manger une licorne, et je trouve ça très très bien en termes d'intensité. Mais malheureusement, le reste du film remonte pas à ça. Et même quand on retrouve Voldemort à la fin, je trouve que c'est un peu dynamité par ce Deus Ex Machina de Harry, qui d'un seul coup, quand il touche Quirrell, le tue.
Et pourtant, je trouve que le film est bourré de très bonnes idées. Hein, comment la pierre philosophale est cachée par Gandalf, j'allais dire. Oh, merde. Désolé, excusez-moi les fans de Harry Potter. Est cachée par Dumbledore. Comment la pierre philosophale est cachée par... Non, désolé, franchement, Gandalf, Dumbledore, je suis vraiment à la masse. Bref, peu importe. Retrouvons d'être sérieux. Est cachée par Dumbledore, bah c'est bien, c'est vraiment une bonne idée scénaristique. Tout le travail autour du miroir aussi fonctionne bien, c'est des belles idées. Donc, allez, concluons, parce que sinon je vais encore parler 3 heures, mais vous avez grosso modo compris. Je trouve que le film démarre en réussissant à tromper plus ou moins son monde, réussit une ouverture vers un univers de l'école de magie qui est juste excellent, avec ce excellent mix d'un monde adulte magique, donc pas forcément adulte et réaliste, mais vraisemblable en termes de monde adulte où un enfant débarque, avec des tas de séquences qui fonctionnent dont j'ai pas forcément parlé, hein. La recherche de la baguette, très très bonne idée, qui fonctionne aussi très bien avec cette vieille librairie qui sous-entend qui sous-entend de manière très frontale l'ancienneté du monde des magiciens et la lourdeur aussi, tous les coins cachés de cet univers. Je trouve que c'est un symbole très fort. Vraiment très réussi pour le coup, cette séquence, entre autres. Donc, excellent mix. Le film réussit vraiment bien à trouver ce truc de monde d'adulte vu par un enfant, mais dans un univers qui est un univers d'enfant à la base. Très bonne idée. Qui se durcit à de bons moments. Donc, encore une fois, le meurtre de la licorne qui est vraiment classe, qui est une belle séquence. Et qui malheureusement aussi dans sa dernière partie, je trouve, perd en intensité parce qu'il refuse son climax, donc la fameuse partie d'échecs qui est quelque part cinématographiquement avortée, je trouve, et la conclusion qui arrive un peu facilement. Mais dans le film, on a vraiment un autre élément qui est très fort, c'est qu'on arrive à donner beaucoup de personnalité à Harry, à Ron et à Hermione. On est essentiellement avec eux, et ils gagnent énormément en personnalité. Et je trouve que dès le premier film, maintenant que je revois toute la série, et évidemment je dis que je spoilais donc tant pis, hein, je trouve que Dumbledore a une place beaucoup moins importante quelque part que Rogue est déjà. Rogue est déjà extrêmement mystérieux, il gagne beaucoup en densité, il est déjà très ambigu, et il est joué par Alan Rickman au premier degré. Là où l'acteur qui joue Dumbledore, au-delà du fait que je trouve très bien, hein, j'ai vraiment pas de critique à faire sur le jeu d'acteur en soi, c'est probablement plus l'écriture et la mise en scène, qui en fait un vieux roublard, et quelque part, tant mieux, hein, donc Richard Harris fait très bien le taf, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il met Harry souvent dans des situations finalement assez dangereuses. Et là, je viens un petit peu sur les bémols. Je vais les faire tout de suite. Non, je vais conclure rapidement d'abord sur mon idée. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est un bon film qui a plutôt bien vieilli. Vraiment, globalement, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est un film familial de très bonne qualité, qui a malheureusement la limite d'un film familial. Il n'a pas réussi à franchir le cap d'un... Vous voyez, un film familial, à un moment donné, ça franchit un cap pour devenir un chef-d'œuvre ou pour devenir un film très fort, qui dépasse le carcan de l'excellent film familial, ce qui est le cas d'Harry Potter à l'école des sorciers. Pour moi, un excellent film familial, c'est déjà très bien. Réussir à faire ça, c'est déjà très fort. Encore une fois, il y a une sens du dosage que Chris Columbus a, que tout le monde n'a pas, hein, que tous les réalisateurs n'ont pas. Vraiment, vraiment. Mais pour dépasser ça un petit peu, le faire aller au-dessus, et je prendrai l'exemple de Jurassic Park, il faut à un moment donné aller au-delà d'une certaine forme de tabou. Dans Jurassic Park, par exemple, c'est le fameux moment où le T-Rex arrive et qu'il a 2 doigts de bouffer les gosses, quoi. Il faut vraiment mettre les enfants dans des situations de danger beaucoup plus frontales et beaucoup plus violentes. Harry Potter est l'adaptation d'un livre, encore une fois. Donc il est tout à fait possible. Et J.K. Rowling était très forte sur le tournage. Donc il est tout à fait possible qu'à un moment donné, Chris Columbus ait dit « Faites-moi confiance, maman, j'ai raté l'avion, les gens y ont cru, les gens ont été dedans. Donc laissez-moi faire » et qu'elle ait dit « Non, vous adaptez pas comme vous voulez la séquence de la forêt. Je veux pas que Voldemort blesse Harry. Je veux pas qu'il fige Ron et Hermione. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux pas, elle voulait peut-être pas que ce soit aussi adapté que ça, alors que, et j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, je suis pas du tout sûr que ça s'est passé comme ça, mais si Chris Columbus a voulu le faire, il a peut-être pas pu le faire, et il est possible aussi qu'il n'ait pas su ou vu que ça allait pas dépasser ce cap d'intensité en mettant finalement si peu Harry en danger directement. Il est finalement face au danger, mais jamais réellement blessé. Enfin voilà, ce qui lui arrive grosso modo dans ce premier film, c'est que sa cicatrice le brûle et il se fait un peu taper par des clés volantes. Si je dis pas de bêtises, c'est grosso modo ce qui lui arrive. À Ron et Hermione, il leur arrive un peu plus de choses, mais grosso modo, vous voyez ce que je veux dire, ça reste du danger très modéré. Même quand ils disent Ron va devoir se sacrifier, finalement on lui éclate son cheval, il tombe.
Je me demande même pourquoi il s'est pas enlevé du cheval. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre il va le tuer, quoi. Et c'est que ça aurait été autre chose. J'aurais été curieux de voir s'il avait été obligé de sacrifier Hermione. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle était tout seule sur son pion. Tiens, petite parenthèse, j'ai jamais compris pourquoi, si vous le savez, vous me le direz, hein. Dans la partie d'échecs, il y a des pions pour tous, sauf pour la place de Ron, sur la place de Harry et de Hermione. Peut-être que c'est le roi et la reine, hein. J'ai peut-être pas compris, hein. C'est tout à fait possible que ce soit le roi et la reine, hein, honnêtement. Hein. Mais en l'occurrence, non, je crois pas que ça. Je crois que c'est un fou. Bon, je sais plus. En tout cas, voilà. Il y a juste ces deux pions qui manquent, et Ron, par contre, lui, il a un cavalier, vraiment l'objet. Bon, je ferme la parenthèse, ça, j'ai vraiment pas capté. Mais tout ça pour dire, le film dépasse pas ça, mais c'est un excellent film familial qui a très bien vieilli. À la nuance 2, comme je disais, il dépasse pas un certain cap, donc pour un parent, c'est sympa de regarder un film comme ça avec son enfant, je pense que ça peut être très sympa, vraiment, et ça donne envie à l'enfant de voir la suite, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que c'est une série tout à fait fréquentable. Mais je mettrai deux nuances. La première, c'est que les effets spéciaux maintenant ont quand même vieilli. Comme je le disais dans l'introduction, on est derrière les fameux effets spéciaux de Terminator 2. Il y a donc des séquences entières où les personnages sont en 3D, plusieurs, où vraiment les personnages ont l'air d'être... ont tous les défauts des premiers effets spéciaux en 3D de Hollywood, ceux qu'on avait pu voir notamment dans Spider-Man 1, donc et qui sont répétés ici en défaut. Possible que ce soit déjà John Dykstra à l'époque et sa bande qui faisaient ce genre d'effets spéciaux. Tout à fait possible que c'était la même boîte. Hein. Parce que c'est les mêmes défauts. C'est les personnages humains ont l'air en caoutchouc. Ils sont secoués sur des balais, on dirait qu'ils ont plus de vertèbres. C'est beaucoup trop agité, ça manque d'organicité. Il y a plein de séquences qui fonctionnent pas du tout en 3D avec les personnages, les doubleurs 3D. Donc ça jure, ça se voit dans la partie de Quidditch, dans les moments sur le balai et à d'autres moments aussi. Je me souviens plus forcément. Le centaure aussi, qui est très joli, heureusement c'est une séquence de nuit, fait quand même par moments, surtout quand c'est pas du tout des films qui ont été tournés en HD évidemment, puisqu'ils ont été tournés entre 97 et 2000, entre 99 et 2000 pardon. Donc c'était pas du tout de la HD. Donc là en plus avec le passage à la HD, c'est encore plus fort quand on le mate en Blu-ray de voir à quel point comment dire le centaure fait fake quoi, fait image de synthèse. Donc ça jure un peu et c'est clair que le public les années avançant va commencer à avoir de la distance par rapport à cet effet spécial là. Heureusement c'est un film pour enfants et du coup très fortement encore ce premier Harry Potter. Du coup ça peut passer, mais c'est pour dire c'est quand même une limite. Moi perso ça m'a piqué les yeux. Il y a vraiment des moments où je me suis dit j'y crois pas trop, même en termes comiques, ça fonctionne pas parce que c'est pas assez maîtrisé. On sent vraiment la 3D des débuts qui était faite de manière très complexe et qui visiblement avait pas encore la nuance ou le matériel aussi pour obtenir autant de nuances qu'on en aura ensuite pour ce genre d'effets spéciaux. Ça c'est le premier bémol et c'est quand même un bémol fort dans un film où il y a beaucoup d'effets spéciaux. Je mettrai juste en parenthèse, je crois qu'il y a très peu ou quasiment pas du tout d'effets spéciaux numériques dans la partie d'échecs. S'il y a des effets spéciaux numériques, c'est très réussi. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient avec des vraies pièces et que les explosions et les différents mouvements faits par les statues et autres sont des animatroniques ou des marionnettes. Je trouvais que c'était vraiment génial. Il y a probablement de la 3D, mais je trouve qu'il y a une économie là qui est vachement bien et qui donne beaucoup de chair à cette séquence. Encore une fois, malheureusement, ellipsée. Je ferme la parenthèse. Donc déjà ça, les effets spéciaux ont pris un coup dans la gueule, il faut être honnête, surtout quand il y a des personnages de synthèse qui sont en pied. Et deuxième élément et non des moindres, il y a vraiment des moments forts où on se dit, en tant qu'adulte, hein, peut-être pas en tant qu'enfant, j'entends, qu'est-ce que c'est que cette école Poudlard met en danger des enfants, mais c'est un truc de fou. Ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, mais au final, il n'y a pas grand monde dans les bureaux, dans les couloirs pour surveiller qui se balade. Si, il y a le fameux personnage maintenant ça me revient plus. Rusard là qui est en train de le concierge voilà qui est en train de surveiller mais et donc Harry et Hermione ils ont Ron et Hermione ils ont la fameuse cape d'invisibilité mais il y a quand même Malfoy qui arrive à sortir aussi et il a pas la cape lui enfin voilà donc c'est la surveillance est très limitée et on leur dit que la pierre philosophale est très bien gardée mais à 3 gosses ils arrivent à s'en sortir enfin voilà c'est un petit peu un Gruyère Poudlard dès le premier film et c'est clairement pas une école qui fait gaffe aux gosses. Je rappelle que la fameuse séquence dans la forêt où Harry est à 2 doigts de se faire tuer par Voldemort et de se faire bouffer vivant par un bouffeur de licorne en l'occurrence, c'est une punition. Et t'as Rusard qui dit carrément que y avait des enfants avant, on les accrochait par les poignets et c'était beaucoup plus sympa de les entendre hurler et que c'était une punition qui était régulièrement pratiquée à Poudlard. Bref, Poudlard c'est assez hardcore, hein, mine de rien. Et pas dans le bon sens du terme. J'ai du mal à croire
que des gens qui ont fait leurs études là avant, donc qui ont subi ce genre de punition éventuelle, avaient envie d'envoyer leur gosse là-bas. Enfin, je reste un peu circonspect quelque part sur le fait que Poudlard, c'est la meilleure école. Ah ouais ouais, c'est quand même une école qui a l'air d'avoir de gros soucis, mine de rien. Bon, je ferme la parenthèse. Je suis curieux de voir comment ils vont traiter ça dans les Animaux Fantastiques. A priori, j'ai vu les deux premiers Animaux Fantastiques. Ils partent sur le principe que c'est une école géniale et merveilleuse. Moi, je vous dis, il y a quand même beaucoup de détails là dans le premier Harry Potter où je me dis, non, c'est pas si merveilleux que ça. Et connaissant déjà les films suivants, parce que oui, je les ai déjà vus, désolé, je sais que c'est pire. C'est de pire en pire, Poudlard, quoi. En soi, pas avec les différents changements de directeur et ce genre de conneries. En soi, c'est bordélique. Poudlard. Et c'est très dangereux pour les enfants. Ils ont accès à des monstres et des machins qui sont hyper dangereux. On voit un gosse se péter le poignet dans le premier Harry Potter, ça en dit long sur le côté dangereux des cours et de l'école de magie. Donc je ferme la parenthèse, vous allez me dire dans les vraies écoles il y a des enfants aussi qui se blessent. Absolument. Et ça peut arriver, mais là en l'occurrence, vous admettrez qu'en un seul film, on voit quand même beaucoup de choses qui sont très très dangereuses à Poudlard. Bon, je ferme la parenthèse. Vous allez me dire que l'ogre il a été libéré par Quirrell et que ça fait partie de son plan. Je sais. Mais c'est bien Dumbledore et consorts qui choisissent d'aller leur faire la fameuse promenade dans la forêt. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, c'est un deuxième point que je trouve quand même discutable. On sent pas qu'ils sont protégés au fait que ce soit des enfants. Ils doivent vivre des aventures, d'accord, mais il y a un niveau de vraisemblance, puisque l'univers a choisi d'essayer d'être très vraisemblable, qui prend un petit coup dans la gueule quand même, à un moment donné, avec cette direction et le fait qu'on met systématiquement Harry, Ron et Hermione dans des situations extrêmement dangereuses qui sont dues à l'école elle-même. C'est même pas eux qui vont choisir forcément de foutre le bordel. Donc voilà, c'est mes deux gros bémols concernant ce premier Harry Potter. Mais globalement, pour revenir à ce que je disais, je dois admettre que c'est vraiment un excellent film familial. Il a vraiment bien vieilli. Et je pense qu'un enfant entre 5 et 10 ans va passer un très bon moment devant ce Harry Potter sans aucun souci. Même s'il va avoir un petit peu peur par moment, et c'est une vraie qualité. Dans ce film-là, ça va jamais vraiment franchir un certain cap d'intensité. Du coup, 18 ans plus tard, j'ai envie quand même de baisser mon chapeau à ce Chris Columbus. Quelle réussite ce premier Harry Potter, parce que c'était pas gagné. C'était un univers très complexe, les effets spéciaux en 3D étaient en plein boom à ce moment-là. Et je tiens à dire quand même que c'est au final un film qui est très cohérent et dont la démarche artistique était très juste. Encore une fois, cette idée toute simple d'avoir beaucoup donné de place aux Dursley au début du film pour laisser ensuite l'univers des magiciens être par contraste plus réaliste, ça marche vraiment très bien. C'est très 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 efficace. Voilà, je pourrais juste finir, j'enchaînerai ensuite avec la Chambre des Secrets, je reviendrai peut-être sur certains détails de ce premier Harry Potter ensuite, éventuellement, si je pense que ça vaut le coup. Sur les chiffres, le film a été un carton au box-office, mais alors juste un truc de malade. Il a fait 27 semaines au box-office mondial et il a ramené un peu moins du milliard, donc 974 millions de dollars. Rien que sur le sol américain, il a ramené 317 millions de dollars. Alors que je crois que son budget, si je dis pas de bêtises, était grosso modo d'à peu près entre 100 et 120 millions de dollars. Je suis plus certain. Là, je dois l'admettre, j'avais trouvé le chiffre. Oui, c'est ça. Le budget de départ, c'est 125 millions de dollars. Le film en a rapporté plus du double aux États-Unis et il a cartonné dans le monde en arrivant quasiment jusqu'au milliard. Ça a été un des premiers films à quasiment arriver jusqu'au milliard de dollars de bénéfices. D'argent au box-office. Donc voilà, énorme succès, colossal succès, mérité, c'est un bon film familial, et pour l'époque, moi je suis en train de titiller sur les effets spéciaux, 18 ans plus tard, à l'époque, il y avait des gens qui critiquaient le côté chewing-gum des personnages, mais ils disaient que ça passait et qu'on voyait rien, et le grand public n'a rien vu et a trouvé ça génial. À juste titre, je trouve, c'est un vraiment très très bon film familial, qui visait la famille et qui arrive droit au but, il faut être clair là-dessus. Je vais m'arrêter là pour cette première critique, ce premier retour sur Harry Potter à l'école des sorciers. Je pense pas avoir oublié grand chose. Oui, j'ai évoqué aussi la musique de John Williams et son style. Bien sûr, avec le fameux thème d'Harry Potter qui est juste maintenant devenu mythique dans l'histoire du cinéma et qui est une vraie réussite, qui a vraiment ce côté magique avec cet effet de cloche au début qui me plaît beaucoup et qui met vraiment en place tout de suite le fait qu'on est dans l'univers Harry Potter.
tellement fort comme thème qu'ils n'ont pas pu s'en séparer dans les Animaux Fantastiques, même quand il n'y avait absolument pas Poudlard dans le premier. Hein. Donc, quand même, là, Monsieur John Williams, encore un thème où il a marqué l'histoire du cinéma, hein, puisque c'est aussi lui à la base de la musique de Star Wars et d'autres thèmes encore. Je connais pas toute la filmographie de John Williams, mais bon, c'est juste un grand maître. Je reviendrai peut-être sur la musique d'Harry Potter dans un des prochains films, je ne sais pas. Voilà. Je rajouterai éventuellement que le casting... moi je suis vraiment pas fan des performances de Daniel Radcliffe dans ce premier film, même s'il est bien, il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve par contre Emma Watson et Rupert Grint impressionnants. Par plein de moments, ils ont des attitudes, ils ont une gamme de jeux déjà dans le premier film qui est très très vaste pour des gamins aussi jeunes, c'est impressionnant. Je reviens encore une fois sur la performance de Alan Rickman qui est excellent en Rogue, qui est juste flippant, ambigu. On finit le film, on sait toujours pas où il est alors qu'on nous a dit clairement qu'il l'a sauvé, on a du mal à le croire, enfin c'est vraiment du super taf. Voilà. Et donc avec ce succès évidemment, le deuxième film, la production du deuxième film était déjà lancée, mais on passe tout de suite à un autre budget, parce que je crois qu'ils augmentent le budget assez drastiquement pour le film suivant. Et on se retrouvera donc, voilà, je vais m'arrêter là, allez, ça suffit, pour ce premier Harry Potter. On se retrouve bientôt pour la suite, et j'espère que je vais réussir à tous vous les faire avant Noël, ou au pire, la fin de l'année. Merci beaucoup pour votre écoute, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO, où on va continuer, un nouvel épisode de Avoir, on va continuer notre récapitulatif des films de la saga Harry Potter. A très bientôt les amis, merci de m'avoir écouté, tweetbooké, faceré, instagrammé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais surtout commenter, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. C'est une série qui a de l'âge, vous avez certainement des souvenirs et des choses à partager avec, ça m'intéresse aussi. Comment vous percevez ce film avec 18 ans d'écart, ou comment vous voyez ce film comme à l'échelle de sa production, qui était une production de dingue, encore une fois j'insiste, c'est vraiment un projet de fou, les Harry Potter. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de À voir. Salut les amis, ciao ciao.